Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Forum AGEM qui est produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Commençons cette émission avec les secteurs de l'électricité au cours d'un point de presse animé ce vendredi 11 février 2022 à Kintambo. Le réseau Mwangaza s'est dit consterné par l'accident de Matadi Kibala qui a coûté la vie à 30 personnes, selon les chiffres du réseau en date du 2 février 2022, suite à l'électrocution provoquée par la coupure d'un câble de la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité SNEL. Le réseau a déclaré « Plus jamais ça en République démocratique du Congo ». Voici les détails dans ce reportage de Landry Nyangi. Il a choisi le vendredi 11 février 2022 pour tenir son point de presse sous le signe de plus jamais ça en République démocratique du Congo. Je n'ai pas d'électricité, mais l'électricité me tue. Coïncidence de calendrier ou pas, c'est ce même vendredi du 11 février que les victimes électrocutées par le câble de haute tension à Matadi Kibala sont inhumées. Le réseau Mwangaza, à travers cette rencontre avec la presse et d'autres invités, s'est d'abord dit consterné par l'accident de Matadi Kibala qui a coûté la vie à 30 personnes, selon les chiffres du réseau, en date du 2 février 2022 suite à l'électrocution provoquée par la coupure de la ligne de haute tension de la SNEL. Une coïncidence parce que c'est de longue date que nous avons prévu ces points de presse suivant notre programme. Il n'était pas question de la faire coïncider avec l'inhumation des victimes aujourd'hui, telle qu'annoncée par l'hôtel de ville. Mais ça tombe bien, moi je dirais, ça tombe bien, ça va davantage interpeller l'autorité de la ville, les différentes autorités centrales sur leurs responsabilités, sur le rôle qu'ils doivent jouer pour établir les responsabilités autour de ces drames. Nous sommes trop habitués à être insensibles face aux morts. 30 morts, c'est quand même beaucoup. Hein? Ça a beau être un accident, ça a beau être entre guillemets, selon les autorités de la SNEL, dû à la foudre, mais il s'agit des morts d'hommes. Et pour cela, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient établies. Donc on n'a pas planifié quoi que ce soit. C'était une coïncidence qui tombe, ma foi, très bien. La question sur la responsabilité de la population a déjà été évoquée. Nous l'avons expliqué d'une autre manière en disant que c'est vrai que la responsabilité de la population peut être mentionnée. On a parlé de l'incivisme de la population. Mais nous nous sommes dit aussi que dans un État, il y a des lois, il y a des institutions pour faire respecter ces lois-là. Alors, quand les institutions ne fonctionnent pas, comme c'est le cas dans la situation de Matadi Kibala, en tout cas le contexte de Matadi Kibala, c'est quoi? C'est que les gens ont construit sous les lignes. Ce n'est pas une spécialité de Matadi Kibala, c'est une spécialité de toute la ville de Kinshasa. Vous voyez, les lignes sont placées en désordre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, même actuellement où nous parlons, qui sont en situation d'infraction. Et nous disons que ça, c'est une responsabilité des autorités qui sont chargées de maintenir l'ordre dans la ville. Leur rôle, c'est d'arrêter cette situation-là et de faire en sorte que ces citoyens ne puissent pas poursuivre ces comportements inciviques. Donc c'est l'État qui doit arrêter une population qui est incivique. C'est pour ça que nous disons que dans tout le monde, dans le monde entier, dans tous les pays, les populations sont inciviques. Mais c'est l'efficacité de l'État qui fait la différence et qui fait en sorte qu'on puisse éviter un peu les dégâts. Ce réseau, rejetant la thèse du coup de foudre sur la ligne coupée, a établi les responsabilités qui incombent d'abord et avant tout à la Société nationale d'électricité SNEL qui a failli dans sa gestion en tant que propriétaire des lignes électriques défectueuses. Puis à la circonscription foncière du Mont-en-Bas pour avoir délivré des titres de propriété dans des zones non aedificandi, à la direction urbaine de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat pour avoir délivré des autorisations de bâtir, à la commune de Mongafula, les responsables de la police de ville de Kinshasa, dont le comportement frise un laisser-aller face aux infractions sur le non-respect des normes relatives à l'occupation désordonnée des espaces publics et enfin au gouvernement central
pour le laxisme face aux conséquences de ce drame pour le retard dans la prise des mesures nécessaires afin d'identifier les responsables et les sanctionner. Le message particulier que le réseau Mwangaza passe aujourd'hui, c'est un message de prise de responsabilité. Pourquoi prise de responsabilité? Ce qui est arrivé aujourd'hui, certainement il y a des responsables. Les responsabilités sont établies à différents niveaux, à commencer par les autorités du secteur de l'électricité, qui connaissent bien la loi, qui connaissent que c'est une servitude dans le secteur de l'électricité, et qui connaissaient aussi bien les conséquences d'avoir des constructions sous les lignes haute tension, mais qui pendant des années, non seulement n'ont pas demandé à ces personnes de sortir, mais perçoivent même des factures auprès de ces personnes qui sont sous les lignes haute tension. Ça signifie que c'est un message de responsabilité. L'État congolais, les services de l'urbanisme et habitat qui accordent l'autorisation de bâtir, leur a accordé cette autorisation, sachant très bien que c'était la ligne haute tension et qu'on ne devait pas construire là-bas. C'est leur responsabilité. Et la population certainement qui est là ne connaissait pas l'ampleur des dégâts qu'un tel emplacement peut avoir. Et voilà, aujourd'hui, on en était arrivé. Alors nous, le message, c'est que l'État prenne sa responsabilité. D'abord, mène des enquêtes pour établir les différentes responsabilités, tous les niveaux de responsabilité. Notre loi sur l'électricité prévoit des sanctions, des peines même en matière dans le secteur de l'électricité, qu'on applique ces sanctions à ces responsables, mais aussi que les familles des victimes soient dédommagées, parce que ce sont des dommages perdre un membre. Parmi ceux qui sont morts, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des responsables des familles. Et aujourd'hui, il y a des enfants, de ceux qui sont restés orphelins. Il y a des veuves, des veufs. Donc, je pense que l'État doit prendre sa responsabilité pour réparer le préjudice causé à ces familles par le fait des Matadi Kibala. De ce qui précède, le réseau Mwangaza a recommandé. Alors, nos recommandations, nous avons dit que, premièrement, l'État justement puisse établir la responsabilité à travers des enquêtes sérieuses et sanctionner. Et l'autre responsabilité, comme je l'ai dit, c'est d'ordonner le dédommagement des familles des victimes et également de prendre des mesures pour que prochainement, que ces faits ne se produisent plus. Et c'est ça même, le titre de notre communiqué, c'est que plus jamais ça en RDC. Si c'est arrivé à Matadi Kibala, demain ça sera à Lingwala, le jour suivant ça sera à Limete, prochainement ça sera à Gombe. Donc l'État, à travers ces circonstances, doit prendre toutes les mesures possibles pour que de tels faits n'arrivent plus. La majorité des victimes étant des femmes, la coordonnatrice adjointe du réseau Mwangaza est bien écœurée. De par la conjoncture même de notre pays de manière générale, il est démontré que les femmes sont celles qui font beaucoup de démarches pour faire vivre leur famille. Alors c'est quand même trop, 28 victimes femmes parmi 30, ça donne vraiment la chair des poules à moi en tant que femme. Et ça démontre un certain degré de responsabilité par rapport à la prise en considération de la femme. Sur ce, je voudrais interpeller toute personne qui est censée être responsable de telles situations, notamment la SNEL, les autorités, de prendre des dispositions idoines pour que pareilles circonstances ne puissent plus nous ravir 28 femmes, ne puissent plus ravir 28 femmes à leur famille, parce que elles étaient censées, elles allaient au marché pour trouver de quoi faire vivre leur famille, et puis après elles sont revenues, elles étaient déjà depuis. Et pour cela, il faudrait que tout et chacun prenne des dispositions
pour permettre en ce que la vie d'une femme soit vraiment prise en considération dans toutes les circonstances possibles et sur toute l'étendue de la République. Pour la circonstance, le réseau Mwangaza exprime toute sa compassion envers les familles victimes de ce drame et présente ses condoléances sincères à toutes les familles éprouvées et exprime ses profondes inquiétudes sur les circonstances ayant entouré la survenance de ces sinistres, lesquels dénotent une grave négligence et un déficit de précaution de la part des dirigeants de la SNEL, des autorités politico-administratives et gouvernementales. Comme il était dit dans ce reportage que vous venez de suivre, sachez que les victimes de cet accident ont été inhumées ce vendredi au cimetière de Kintambo dans la douleur et dans le recueillement des membres des victimes. Et selon certaines sources, une enveloppe de 5 000 $ américains a été remise à chaque membre ou à chaque famille de ces victimes par l'hôtel de ville de Kinshasa. À l'aube du mercredi 2 février 2022, notre ville de Kinshasa, la capitale, a été profondément meurtrie par un drame qui a emporté 25 vies de Kinoises et Kinois. Ce cauchemar, qui est un accident, une situation imprévisible, nous rappelle que la vie est à la fois précieuse et fragile. Il est donc important pour chacun d'entre nous de prendre un moment de réflexion. Cela devrait nous interpeller pour que plus jamais il ne se reproduise. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et père de la nation, ainsi que les Kinoises et les Kinois, qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin d'essuyer les larmes des familles et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tout son gouvernement, particulièrement leurs excellences, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, pour leur accompagnement dans l'organisation de ces obsèques. Je dirais avec Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Vous serez toujours présents dans nos cœurs. Et puis, comme nous parlons de l'électricité, les réseaux Mwangaza, toujours encore et lui, regroupant des organisations de la société civile travaillant dans le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo, en collaboration avec Afrowatch et Corap, a organisé le 9 février 2022 dernier à Rotana Hotel, dans la commune de la Gombe, un atelier de présentation de la note d'étude sur la transparence et la promotion de l'accès à l'électricité pour tous. Objectif, mener un plaidoyer auprès des parties prenantes pour l'intégration du secteur de l'électricité dans l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE en vue de la déclaration par les entreprises minières de leur paiement pour la bonne consommation de l'électricité. Que faire pour que ce secteur puisse contribuer efficacement à booster le secteur minier et améliorer les conditions socio-économiques des populations? La réponse dans ce reportage de Geneviève Mizegele et Christian Kenina.
À l'issue d'une étude menée par les réseaux Mwangaza dans le cadre de la gestion des ressources financières issues du secteur de l'électricité en RDC, notamment à travers la Société nationale de l'électricité SNEL, il ressort que ce secteur draine des flux financiers importants, particulièrement en provenance des entreprises minières. Malheureusement, ce secteur est gangréné par la mauvaise gouvernance et le manque de transparence dans la gestion des dites ressources. Ce rapport est publié suite au constat qui fait que le secteur n'est pas il y a un problème de gouvernance au fait dans le secteur de l'électricité. Et donc ce problème de gouvernance fait qu'aujourd'hui on a des difficultés énormes à entrer en possession des contrats qui sont publiés, à connaître effectivement les acteurs et ce qu'ils font comme activité. Et bien au-delà, c'est toutes les taxes, n'est-ce pas, qui sont que ces entreprises qui payent du secteur sont appelées à payer à l'État congolais. Mais la grande question est celle de savoir comment est-ce que tous ces fonds qui circulent dans ce secteur sont gérés. Pour quel but? Parce qu'au finish, cela devrait contribuer à l'amélioration du taux d'accès à l'électricité. Et donc, vous vous rendrez compte qu'en dépit de tout ce qu'il y a comme effort, mais le secteur de l'électricité en RDC reste parmi les plus faibles à travers le monde. Alors c'est comme ça que les organisations CORAP et AFRIOCH se sont mises ensemble pour, n'est-ce pas, publier ce rapport, n'est-ce pas, qui parle de ces raisons qui pourront pousser à l'intégration du secteur de l'électricité dans l'ITIE, parce que l'ITIE aujourd'hui fait partie des instruments importants que détient le pays par rapport à ce que nous recherchons, donc la transparence. La charge liée à l'électricité vient en deuxième position après la main-d'œuvre dans les dépenses effectuées par les entreprises minières. La question est de savoir combien d'argent la SNEL perçoit auprès des sociétés extractives de minerais. Car cette étude démontre à ce jour que l'on ne sait pas retracer ce que la SNEL perçoit auprès de ces entreprises minières en termes de paiement du coût de l'achat de l'électricité suite à l'absence du mécanisme contraignant des déclarations des flux. Raison pour laquelle les réseaux Mwangaza, à travers ses activistes de la société civile, a organisé cet atelier dans l'objectif de rendre publique la note technique produite et lancer les débats autour de la nécessité de l'intégration du secteur de l'électricité dans les systèmes du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Ce rapport est de la synergie Mwangaza, qui est une synergie qui renferme des organisations de la société civile travaillant dans le secteur de l'énergie. Ici, une enquête a été menée juste pour comprendre est-ce qu'il est nécessaire ou important aujourd'hui d'intégrer le secteur de l'électricité dans l'ITIE. Et à l'issue de l'enquête, on a trouvé qu'effectivement c'est opportun aujourd'hui que le secteur de l'électricité soit intégré dans l'ITIE, parce qu'on a compris qu'il y a un lien important entre le secteur minier et celui de l'électricité, parce que la plupart des miniers utilisent le courant de la SNEL qu'ils achètent, ils payent et ils participent à des projets de construction de barrages pour juste renforcer l'accès en électricité. Et dans tous ces paiements, on a compris qu'il n'y avait pas d'informations qui étaient disponibles pour des raisons de transparence. Nous avons pensé que si le secteur de l'énergie, de l'électricité est intégré dans l'ITIE, des déclarations seront faites à l'ITIE, les rapports ITIE seront publiés, permettront au public d'avoir accès à des informations, parce qu'ici, il y a des problèmes sérieux dans le secteur de l'électricité, à l'instar du secteur de minier. Partons des efforts consentis pour mener cette étude par ces activistes de la société civile, dénommés 5 raisons pour intégrer les secteurs de l'électricité dans l'ITIE RDC. Est-il vraiment important d'intégrer les secteurs de l'électricité dans l'ITIE? Je tiens à féliciter les organisateurs, c'est une bonne initiative parce que la réflexion doit toujours continuer pour essayer d'implémenter la transparence et la bonne gouvernance dans tous les secteurs de notre vie publique. Pour le cas d'espèce, notre recommandation est simple. Le débat vient d'être lancé, il faut le continuer, mais pour mieux le continuer, il faut que nous puissions travailler ensemble pour faire un bon cadrage, pour que nous puissions comprendre
qu'est-ce qui doit être pris en charge dans le secteur du processus de la transparence. Il est clair qu'il y a des paiements significatifs qui sont effectués envers la SNEL, mais nous devons bien comprendre, est-ce que c'est la facture qu'on paie à la SNEL que nous devons intégrer ou tous les flux financiers pour mieux les analyser, pour mieux comprendre, afin que, en dernier ressort, que le peuple soit au courant de comment le secteur est en train de se gérer. Nous retenons une chose, la volonté est là, mais nous devons continuer à débattre sur la question, à améliorer le rapport qui a été présenté aujourd'hui, pour qu'ensemble, avec toutes les parties prenantes, que nous puissions voir dans un futur très proche si on peut intégrer le secteur dans le processus ITE. En vue de faciliter l'intégration effective du secteur de l'énergie dans le périmètre des déclarations ITIE RDC, les réseaux Mwangaza recommandent aux entreprises extractives d'intégrer des principes de l'ITIE dans leur fonctionnement et collaborer avec les comités extractifs de l'ITIE pour divulguer les paiements effectués au profit de la SNEL et des autres entités gouvernementales liées à l'énergie. En définitive, et à en croire les réseaux Mwangaza, 5 raisons militent pour l'intégration du secteur de l'électricité dans l'ITIE RDC, à savoir les similarités des défis des gouvernances entre les secteurs miniers et l'électricité, la matérialité ou l'importance des paiements, la divulgation par les entreprises de paiement au gouvernement, la publication des contrats et la propriété effective. La vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui a visité le jeudi 10 février 2022 dans la commune de Limete, l'usine en construction de recyclage des bouteilles plastiques PET d'Okeplast, avec comme objectif s'imprégner de la contribution de la société Okeplast dans le cadre de la lutte contre la pollution de la ville de Kinshasa par les bouteilles plastiques non biodégradables et l'insalubrité devenue monnaie courante dans la capitale Kinshasa. Je vous propose de suivre tour à tour la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, Massoudi et Jérôme Sekana Penepapa, délégué général du groupe Angèle. Ils sont tous au micro de notre confrère Fabien Luboulou Bakayaka. En termes d'intention, l'usine s'est bien préparée. De la collecte, n'est-ce pas, la protection même de ceux qui travaillent, à la gestion, à tout le recyclage, jusqu'à la gestion même des eaux usées. Toutes les machines sont là, de très très bonne qualité, qui tiennent compte des standards internationaux à la matière de recyclage. Je pense que l'intention est là. Et dès que nous allons lancer l'usine, parce que nous allons revenir encore ici pour lancer l'usine, tout le monde, on donnera la possibilité à tout le monde de tester ces taux-là. Mais je vous garantis que c'est impeccable. Je suis de verre vêtu. Non seulement la tenue, mais je crois la pensée, l'action est verte. Dans notre gamme, nous avons prévu de recycler toutes sortes de matières plastiques, mais également de produits plastiques. Cette usine, disais-je, va permettre à la ville de Kinshasa de pouvoir disponibiliser la matière première des embouteilleurs. Cela veut dire qu'on va commencer à récolter, à collecter les bouteilles et à les recycler pour en faire d'autres bouteilles. Donc c'est un cycle interminable. Et comme je vous ai dit, c'est la deuxième en Afrique après celle qui est au Nigeria. Et notre intention, notre souhait, notre vif souhait était que le gouvernement central puisse s'intéresser à ce projet, combien important. Imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, nous ramassons 22 tonnes par jour des bouteilles plastiques PET. Notre intention, c'est de monter en puissance pour que nous puissions débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 50 tonnes par jour. Et là, derrière moi, l'entrepôt que vous voyez là, nous avons 4000 tonnes déjà disponibles, mais c'est peu par rapport à la capacité installée de notre usine. Nous faisons maintenant des essais
Tous les techniciens sont arrivés, ils sont en train de faire les essais. Nous osons croire que fin mars, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, viendra couper le ruban symbolique. Mais avant l'inauguration, nous allons continuer à disponibiliser, à déployer les containers Kintoko. Il y en a une bonne vingtaine, mais nous allons monter jusqu'à 50 à travers la ville de Kinshasa. Nous allons multiplier des points de compactage, des centres de compactage comme celui que vous avez vu là, c'est-à-dire là où on vient avec des bouteilles en plastique, on les compacte, on les met dans des ballons, tels que vous voyez derrière moi, et c'est ça la matière première qui doit être utilisée au niveau de l'usine. Mais nous voyons plus loin, plus grand. Nous n'allons pas seulement nous limiter aux bouteilles plastiques, comme je vous le disais. Très prochainement, nous allons installer des usines pour recycler aussi les sachets. Nous allons recycler les cartons, les bidons. D'ailleurs, on les fait quand vous entrez, vous voyez déjà les casiers vides des sociétés brassicoles. Et avec cette matière-là, nous fabriquons au jour d'aujourd'hui des tuyaux PVC qu'on utilise à la régie des eaux et qu'on utilise même dans des constructions des immeubles que nous avons dans la ville de Kinshasa. Et là, nous employons des milliers et des milliers de jeunes. Quand vous prenez tous ces jeunes gens qui n'avaient rien à faire et maintenant ils ont une occupation, eh bien, nous contribuons à la création de l'emploi. Mais notre souhait est que nous puissions vraiment débarrasser notre capitale et plus tard notre pays de matières qui dégradent l'environnement. Restons encore chez Okeplast. La société a signé mercredi 9 février 2022 avec la ville-province de Kinshasa la convention relative à la délégation des services publics de collecte et valorisation des bouteilles plastiques et autres matières plastiques. Au terme de cette convention, Okeplast s'engage donc à collecter, traiter, recycler les bouteilles plastiques et déployer dans les 24 communes de la capitale des conteneurs Kintoko en vue de procéder à l'achat des bouteilles plastiques ou des matières plastiques de façon générale, construire des usines modernes de recyclage dans toutes les matières ou de toutes les matières plastiques à Kinshasa, contribuer également et efficacement à la salubrité de la ville capitale conformément à la vision Kinshasa Bopeto conçue par le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka en sensibilisant les Kinoises et Kinois au respect des normes environnementales. Écoutons tour à tour le gouverneur de Kinshasa Jantini Ngobila, Laetitia Kabamba, commissaire général à l'environnement de Kinshasa, et Mehdi Atié, directeur général de l'entreprise Okeplast. Cette année a été décrétée par le chef de l'État comme étant celle de l'action. Je pense que hier, ici à l'hôtel de ville, les gens, les observateurs avertis ont vu la présence des engins qui vont aider la ville de Kinshasa à se débarrasser de la crasse, à se débarrasser de la saleté, à se débarrasser des immondices. Avec la signature du protocole d'accord entre, d'une part, la ville de Kinshasa et la société Okeplast qui nous a toujours accompagnés, nous marquons ici un pas décisif dans le domaine de la salubrité et surtout dans le volet recyclage des déchets plastiques de l'opération Kinshasa Bopeto. Nous avons signé un protocole d'accord et comme l'a dit le gouverneur, je tiens à confirmer que c'est un travail qui nous a pris une année et il s'agissait éventuellement de signer un protocole d'accord, pas un protocole, une convention de délégation de services publics, de collecte et valorisation des déchets plastiques PET dans la ville de Kinshasa. Et donc aujourd'hui, je vais dire, c'est un défi relevé. La politique environnementale, ma politique environnementale dans la ville de Kinshasa est basée sur 7 principaux piliers. Et aujourd'hui notamment, il y a les 2 principaux piliers qui est pour moi le cheval de bataille, qui fera
de notre gouvernance, notamment celle de son Excellence Gentini Ngobila Mbaka, une signature, c'est-à-dire faire des déchets une ressource, voir désormais les déchets comme une matière première qui peut aujourd'hui, entre guillemets, servir dans le cadre de ce que nous appelons dans le jargon l'économie circulaire. On avait promis de réaliser ce projet-là et effectivement on est arrivé à notre promesse. Notre promesse a été réalisée. On avait commencé, comme Madame avait dit, à 1 tonne par jour. Aujourd'hui, on est à 20 tonnes par jour. Et on espère dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année, de monter à 50 tonnes. L'usine, comme Madame, Son Excellence vient de dire, qu'elle sera en démarrage vers fin mars. Vers fin mars, le projet sera en marche. Et ça sera la première usine en RDC qui sera capable, à partir d'un déchet plastique, de refaire une matière première vierge pour pouvoir la réutiliser pour en refabriquer un autre produit en plastique, pour donner une autre vie au plastique. Et puis, une page noire pour boucler complètement cette émission. Vous le savez peut-être, le journaliste de la RTNC, Fassa Tombissa, a attiré sa révérence tôt ce matin de vendredi 11 février 2022. La rédaction de votre magazine et l'agence Galaxy Media présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, à la famille de la Radio-Télévision nationale congolaise et à toutes les connaissances de notre confrère Fassa Tombissa. Que son âme repose en paix. Voilà, Madame, Monsieur, qui boucle cette émission, Forum AGEM, qui reviendra bien sûr déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Merci à Guilhem Zembe, merci à Ruth Kambaji qui a assuré l'édition. Merci également à Christian Kenina et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Au revoir et à très bientôt.